Salam alaikum et bonjour à tous. Alors la dernière fois, بدينا مع les bactéries les spirochètes, شفنا Borrelia et aujourd'hui on va voir Leptospira. Alors Leptospira tannique, c'est une bactérie qui fait partie de la famille des Leptospiraceae. C'est l'ordre spirochaetal, voilà, donc les spirochètes yani. Alors elle est formée par on a plusieurs genres. Là, on va parler surtout du genre Leptospira bien sûr. Les espèces également, on a 3 espèces. On va également s'intéresser à une espèce particulière, c'est la Leptospira interrogens. Celle-là, donc elle est responsable, donc c'est elle qui est pathogène et elle est responsable de pathologies chez l'animal et ou l'homme. Et ben en réalité c'était une zoonose, mais elle peut se transmettre à l'être humain et donc elle va être responsable d'une anthropozoonose, c'est-à-dire elle va être commune entre l'animal et l'homme. Donc c'est l'animal qui va transmettre cette pathologie. Donc on va comprendre comment elle se fait la transmission. Alors là, comme on est en train de voir, on avait déjà décrit la forme de ces bactéries. Donc c'est une forme hélicoïdale, spiralée, elles sont flexibles, elles sont très mobiles grâce à un endoflagelle qui leur permet une mobilité, qui leur a donné cette mobilité. Alors voilà, donc on va commencer avec notre cours. Alors bien sûr, là déjà on est en train de voir avec un microscope à fond noir, bien sûr. Parce qu'on ne peut pas les voir au microscope standard. Ou là, même également, on avait parlé de la coloration de Gram. Ces bactéries-là ne sont pas visibles à la coloration de Gram. Donc, c'est vrai, une structure ou une paroi qui ressemble à celle des Gram négatifs, mais on ne peut pas les mettre en évidence avec une coloration de Gram, par une coloration de Gram. Et on va utiliser principalement de la culture thérapeutique très difficile. On va utiliser principalement la PCR ou la sérologie, voilà, le sérodiagnostic également, voilà, donc c'est ça. Alors c'est tout, on va commencer avec notre cours. Alors, tout d'abord, oui, on a Leptospira. Leptospira, on a surtout dans les régions tropicales et les zones humides, l'environnement hydrique humide, le pH alcalin, voilà. Donc, on a surtout en Asie, l'Asie du Sud-Est, l'Amérique latine, de nombreux pays, surtout les régions tropicales. C'est une maladie de répartition mondiale. Et voilà, dominante en zone tropicale. Et donc, elle est responsable de la leptospirose. C'est une maladie très très grave, à déclaration obligatoire. Elle est principalement, donc les principaux réservoirs, ce sont les rongeurs, en particulier les rats. Bon, on peut la trouver entre les autres animaux, même parfois les animaux domestiques, comme les chiens, les chats, même les bovins, les caprins, les porcs, les chevaux. Donc, on a un peu partout, mais c'est en particulier les rats. Et alors, comment se fait la transmission ? Alors, la transmission, c'est simple. En fait, le rat, il va excréter la bactérie dans les urines l'environnement. Et où est-ce qu'on va la trouver particulièrement? C'est surtout dans les égouts. Il y a les très sales, c'est ça. Ou même parfois fait l'eau douce, tout simplement. Il va donc éliminer ses urines, et les urines ferment la bactérie. Et voilà, où la bactérie le milieu humide, donc c'est-à-dire non, elle peut résister, c'est ça. Et par la suite, elle va le patient, comment est-ce qu'il peut être contaminé? C'est surtout les nettoyeurs, par exemple, des égouts, qui sont en contact avec les égouts. Il y a des animaux, par exemple, des rizières, il y a ou la qasab soukari aussi. Également, il y a كاين بزاف مزارع, on va dire. التماك حيكون يسقيو بالماء, voilà, يجوهم des animaux, يجوهم des rongeurs, voilà, يليمينيو كامل les urines تاعهم et يقدروا يكونتامينيو كامل la région هذيك, même بخطرات في البراك المائية. Donc déjà on a fait les régions tropicales, voilà, les régions tropicales, les zones humides. Et donc là, le patient, comment est-ce qu'il va être contaminé? Donc déjà, on a surtout les sujets à risque, les patients à risque qui sont en contact, qui sont exposés, on va dire. Et donc c'est parce que c'est facile, c'est facilement le milieu, et elle résiste, voilà.
ce qui favorise la contamination. Donc la contamination, elle se fait par voie transcutanée. Donc c'est très très simple, encore une fois, par voie transcutanée, facilement, elle va passer et elle va traverser la peau et par la suite, elle va donc passer dans la circulation sanguine et provoquer des bactériémies. Donc elle peut être également parfois provoquée par donc une transmission muqueuse plutôt. Muqueuse, elle est très rare, mais elle peut survenir. Donc là, c'est surtout par exemple les enfants, les malheureusement من البرك هذوما اللي يكونوا déjà فيهم يكونوا déjà souillés يكون فيهم la bactérie et donc là c'est très facile encore une fois تدخل directement في les viscères, elle va attaquer, elle va provoquer, elle va exercer son pouvoir pathogène qui est très grave. Alors cette bactérie, l'incubation تاعها elle va durer en moyenne on va dire plutôt peut-être 2 semaines, 4 à 14 jours plutôt. L'incubation تاعها c'est jusqu'à 14 jours. Elle a plusieurs formes cliniques. Elle a plusieurs formes. Tout d'abord, elle va passer donc la peau, elle va passer dans le sang et provoquer une bactérie. Donc, tout d'abord un syndrome grippal. Un syndrome grippal, les signes qui ne sont pas du tout spécifiques. C'est des signes systémiques, une fièvre très élevée. Donc elle débute par une fièvre élevée avec des frissons, des maux de tête, des céphalées, voilà, des douleurs musculaires, c'est-à-dire des myalgies, des douleurs articulaires diffuses, des nausées. Donc c'est pas du tout c'est atypique encore une fois et c'est très bon, voilà, donc c'est des manifestations polymorphes. Par la suite, donc c'est une forme modérée. Là, ce n'est que le début. Par la suite, elle va évoluer et vers une atteinte, elle va commencer à atteindre les viscères. Une atteinte multiviscérale. Elle va toucher, surtout, elle a des formes, elle va toucher le rein et le foie. Le rein des insuffisances rénales, le foie des insuffisances hépatiques. Donc là, ça va être à l'origine des formes ictéro-hémorragiques. La forme ictéro-hémorragique, c'est la maladie de Weil. C'est une forme très très grave. Alors, entre autres, on a également une forme méningée, donc on peut avoir des méningites, parfois même des formes pulmonaires très graves qui peuvent donc sans traitement, 2 à 10% de patients qui ne sont pas traités, qui ne sont pas du tout pris en charge, ils vont mourir malheureusement. Et d'autres, donc les signes ne sont vraiment pas spécifiques. On a surtout l'ictère au conjonctival, les myalgies, et puis la forme très très grave, c'est la forme ictéro-hémorragique qui est la maladie de Weil. Elle va associer une insuffisance rénale aiguë, une atteinte neurologique, des convulsions voire un coma, des hémorragies plus ou moins sévères, voilà, des hémorragies, et puis donc là, les complications sont très 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 vraiment dramatiques. Voilà, elle va atteindre même des complications oculaires et jusqu'à la mort malheureusement. Donc voilà, donc par rapport aux formes, donc on a suivi l'évolution TH, donc la courbe de la fièvre et la courbe de l'ictère. Alors la courbe de la fièvre, donc l'ictère c'est ce qui est en pointillé et donc on a une hyperthermie. La première phase, une hyperthermie, un syndrome grippal, une hyperthermie, une fièvre élevée et par la suite elle va un petit peu elle va donc spontanément régresser, c'est ça. Elle va spontanément régresser et donc dès la deuxième phase, il n'y a pas grande chose, il n'y a pas de, donc là elle devient un petit peu asymptomatique, on va dire, et enfin elle va donner une forme là qui va atteindre le foie, le rein et c'est la troisième forme, une les urines. On peut la chercher les urines, on va la trouver et voilà. L'ictère, comment est-ce qu'il va évoluer, voilà. La forme ictéro-hémorragique, c'est une forme déjà très très grave, typique de la leptospirose, mais heureusement elle n'est pas très fréquente, elle est rare, mais lorsqu'elle survient, elle est très très très, enfin les complications sont fatales. Alors, donc c'est les manifestations, c'est le pouvoir pathogène, la physiopathe. Donc on a le diagnostic. Alors, comment poser le diagnostic de cette pathologie causée par la leptospira? Alors, bon, on a déjà un diagnostic direct et un diagnostic indirect. Le diagnostic direct, là, on va essayer de mettre en évidence la bactérie directement, bien sûr. Et dans ce cas, qu'est-ce qu'on fait? Bon, on a 3 phases, puisque dans on a 3 phases. La première phase, une hyperthermie. Et la deuxième phase, elle est plutôt muette. Voilà, il n'y a pas de signe. Elle est plutôt asymptomatique. Oui, elle est résolution en 1 semaine, puis une nouvelle rechute, une hyperthermie. Voilà. Donc, la première phase, c'est une phase aiguë, J0 à J5, on peut faire une culture, mais qui est très lente, ou la culture est très difficile, très très difficile
difficile pour faire la culture de les bactéries. Et on peut faire donc la culture le sang ou le LCR lorsque à la symptomatologie bien sûr. Là, c'est une recherche spécifique. Donc, dans ce cas, on doit faire une recherche spécifique. La deuxième phase, c'est une phase apyrexique. Donc, il n'y a pas de fièvre. Elle est plutôt muette. Elle est rarement positive. On va pas vraiment pouvoir mettre en évidence la bactérie. Voilà, il n'y a pas de manifestation. Donc, on peut pas la trouver. Ensuite, elle va réapparaître à nouveau. Donc, la symptomatologie. On va avoir, donc là, après plus de 15 jours on va dire une forme rénale, une atteinte rénale où la bactérie tous les 12 directement dans les urines, où je peux mettre en évidence les urines. Donc il faut faire un prélèvement des urines fraîches de moins d'une heure, rapidement, et la chercher. Voilà. Alors, il y a donc le diagnostic direct, c'est simple, mais qui est un petit peu difficile. Et dans ce cas, on va surtout faire un diagnostic indirect dans ce cas. Et le diagnostic indirect, vous connaissez, donc on va chercher les anticorps, c'est-à-dire, alors les anticorps, on va donc chercher les IgG, les IgM, la plus fréquente, bien sûr, le diagnostic le plus fréquent, une réaction d'agglutination. C'est-à-dire, on la bactérie, ou on le sérum de le patient, ou je vois est-ce qu'il y a eu formation des anticorps. Est-ce qu'il y a, donc il y a une agglutination, c'est, la réaction de Martin Petit. هذه شفتها كاينه في QCM, donc il faut la garder هذه. يعني voilà, هذه باش الواحد يشوف عليها. Donc c'est une réaction où là c'est une méthode de référence. Voilà, elle est voilà utilisée pour la leptospirose. Et enfin donc on a bien sûr des ELISA, IgM. Donc à partir du 10e jour yani le sérum, enfin la sérologie qui est positive. Bien sûr on a deux sérums pour confirmer bien évidemment. Et voilà, donc il y a voilà, donc un diagnostic direct, un diagnostic indirect, mais surtout il faut pas oublier la PCR, la technique d'amplification en chaîne par polymérase, c'est la PCR qui produit un très grand nombre de copies de gènes, c'est ça, elle va amplifier, et elle est utilisée dans ce cas technique surtout pour diagnostiquer rapidement la leptospirose. Les techniques de biologie moléculaire, le point positif c'est que le résultat il est très très rapide. Voilà. Donc il y a par rapport à cette bactérie en général le plus important. Voilà, c'est ce qu'il faut savoir par rapport à Leptospira. Voilà, donc c'est une bactérie qui est retrouvée surtout à les rongeurs, éliminée les urines. نلقاوها في les environnements hydriques, humides, بزاف le pH alcalin, voilà. Et donc une espèce, on a dit une seule espèce pathogène, c'est Leptospira interrogans, voilà. Et la physiopathie, la transmission se fait par voie transcutanée, parfois une voie muqueuse qui est plus rare. Voilà, surtout il y a les conus très sales. Et alors donc la technique, il y a un contact direct avec l'eau ou avec manipulation des animaux qui sont contaminés, et surtout on a les urines. L'incubation, bon, une fois la contamination, le patient, l'incubation va prendre jusqu'à 14 jours, et puis les manifestations ils vont très grave, c'est la maladie de Weil, c'est la forme ictéro-hémorragique qui est typique mais elle est rare. Voilà. Alors, donc on a le traitement. Donc le traitement, c'est bon. Alors le traitement, les formes graves nécessitent bien sûr une hospitalisation. Et là, il faut faire une réanimation, une administration des antibiotiques. Les antibiotiques, surtout la pénicilline G et les cyclines, ou même les céphalosporines. Donc ça, c'est le plus tôt possible, ce qui diminue le risque de complications et de la mort. Et ce qui raccourcit l'évolution et atténue surtout la symptomatologie qui est très très grave. Et là, bien sûr, c'est surtout, on a le portage rénal qui est très grave. Donc là, on veut diminuer le portage ou la durée du portage rénal. Et voilà, donc en général, c'est une antibiothérapie, c'est simple. Voilà. Ensuite, pour la prophylaxie, donc on peut faire une vaccination. La vaccination, il faut se protéger. Il y a les éleveurs, ceux qui travaillent, qui les couneaux directement, les égoutiers, les éboueurs, les égoutiers, les égouts, les éboueurs aussi, ils doivent se protéger. On a une protection individuelle, le port de gants, de lunettes, de bottes.
voilà, des cuissardes et surtout bien sûr une fois نعرفوا donc les vétérinaires qui يعرفوا يلقاو بلي هاد les animaux sont porteurs وراهم déjà atteints parce qu'on a عندهم هما تاني تقدر تكون عندهم des formes très graves يقدروا يموتوا بها. Elle est très contagieuse parce que donc تقدر دير لهم des formes rénales, hépatiques, donc très graves. Et une fois نعرفوا il faut les lutter contre les rongeurs et les tuer pour bien sûr diminuer le risque d'atteinte et de provoquer des épidémies. Et voilà. Donc elle dit alors pour la vaccination, donc on a une vaccination donc c'est surtout pour le sérovar ectéro-hémorragique. نعرف بلي كاين le sérovar هذا اللي راهو يدير لنا les formes très graves اللي هما les formes ectéro-hémorragiques. Il faut faire un vaccin multivalent pour les chiens et qui est très voilà, on va dire عنده des résultats qui sont voilà intéressants. Voilà, donc elle dit je pense que c'est ça, même surtout la dératisation pour tuer quand même donc les rongeurs, les rats. Voilà, donc là c'est surtout pour prévenir les formes surtout qui peuvent donner donc des formes très graves, surtout les zones les رانا عارفين راهم déjà c'est des zones humides, voilà, tropicales, voilà. Donc je pense que c'est ça. Alors c'est tout par rapport, donc voilà, ce sont d'ailleurs une notion très importante. Donc on va se demander, puisqu'on est à la leptospirose, elle est très compliquée à diagnostiquer, pardon. Elle est très difficile à diagnostiquer. Qu'est-ce qu'on peut faire dans ce cas? C'est comment suspecter, c'est ça. Donc les médecins ils peuvent suspecter la leptospirose lorsque les symptômes qui sont caractéristiques se développent chez une personne qui s'est rendue dans une région où il y a une épidémie. Le patient a déjà une zone d'épidémie, une zone d'endémie, les عندهم déjà les zones tropicales, etc. نعرفوا بلي ديك المنطقة راهي فيها leptospirose. Donc là il faut la chercher. Donc elle dit juste un point plus pour savoir comment penser à cette affection très grave. Donc voilà. Alors j'espère l'explication كانت واضحة. Inch'Allah voilà, Inch'Allah كانت l'explication claire. Donc si vous avez n'importe quelle question, n'hésitez pas à les poser. Donc je vous dis merci pour votre attention et je vous souhaite un très bon courage.